Je suis avec Maude, qui Bon, est journaliste à Sciences Humaines et sociologue. C'est ça, Maude, t'es sociologue aussi, je crois, hein. tout à fait, de formation, oui. Et tu es à Sciences Humaines depuis 2014. Voilà, c'est ça, ça fait 7 ans. D'accord. Et tu t'occupes à Sciences Humaines donc de sociaux. Oui, c'est ça. Alors, des questions de sociologie, je couvre aussi les questions de genre, de féminisme, dont c'est le sujet de ce Twitch ce soir. Voilà, sociologie, genre, mobilisation collective, on va dire, c'est mes grandes thématiques de prédilection. Et je suis aussi chef de la rubrique Le Point Sûr. Voilà. Ok. Et donc on est aussi ce soir avec Florence Rochefort, qui est historienne. C'est ça. Est-ce Oui. que vous pourriez nous donner votre parcours en quelques mots, les sujets sur lesquels vous travaillez? Disons que je travaille depuis très nombreuses années sur l'histoire des féminismes. Donc je continue en élargissant un peu justement à une autre échelle. Au départ, ma thèse portait sur la France, puis maintenant je travaille sur des échelles beaucoup plus larges puisque j'ai commis là ce petit que sais-je sur l'histoire mondiale des féminismes. Et puis je me suis intéressée par ailleurs en tant que chargée de recherche au CNRS des questions plus spécialement autour de genre, religion et laïcité, mais aussi sécularisation, puisque laïcité renvoie plus à voilà, à des pays où le mot existe, donc sécularisation est plus large. Et donc, voilà, j'ai un peu deux cordes à mon arc, à la fois l'histoire des féminismes en général et l'histoire des droits des femmes et du genre, et puis les liens plus spécifiques entre religion, féminisme et sécularisation. D'accord. Très bien. Et donc voilà, ce soir on voulait parler un petit peu de féminisme et de religion, qui est donc le sujet de l'article que vous avez écrit pour Sciences Humaines qui s'appelle Ouvrir les religions aux femmes. Salut Fabien qui nous dit bonjour dans le chat. Voilà, est-ce que la question de ce soir c'est est-ce que le féminisme et la religion sont compatibles? Parce que les religions semblent laisser peu de place aux femmes. Maud, tu as prévu de poser quelques questions à Florence qui est là. Je te laisse la parole, on va parler de ça. Oui, tout à fait. Donc, comme tu le disais, Hugo, la base aussi de ce Twitch, c'est cet article, un de ces articles que vous avez signé, Florence Rochefort, dans un des grands dossiers de sciences humaines qui est paru cet été sur la grande histoire du féminisme. Article donc qui s'intitule Ouvrir les religions aux femmes. Et ce qui est très fort dans cet article, ce qui fait vraiment la force de cet article à mon sens, c'est que dès le départ, vous remettez en question en fait ce qui constitue une sorte d'idée reçue, hein. Vous montrez qu'il existe des liens plutôt anciens entre les féministes et la religion, le milieu religieux. Et donc vous remettez en question cette idée qu'on peut avoir parfois que finalement féminisme et religion, c'est pas toujours compatible, et puis que la religion serait plutôt conservatrice quant au rapport entre les sexes. Donc vous montrez avec une argumentation tout à fait percutante qu'il y a des féministes qui s'impliquent au sein des différentes religions, des grandes religions institutionnelles, et qui revendiquent une place égale aux hommes au sein de la religion, ou quasiment égale. Je vous cite, vous écrivez, dès le 19e siècle, le féminisme a aussi été soutenu par des personnalités ou des groupes se revendiquant d'une appartenance confessionnelle spécifique, en particulier dans le monde protestant et juif. Alors, la première question peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où viennent ces liens que vous dites assez anciens puisqu'ils remontent au 19e siècle, et pourquoi ces liens en fait? Alors, dans l'histoire, peut-être on peut mettre les choses au pluriel, hein, peut-être c'est l'histoire des féminismes et aussi des religions. Donc, il y a, c'est aussi ça qui crée la complexité dans le regard historique, c'est de ne pas se fixer juste sur une seule définition, mais d'essayer de montrer sur des cas assez concrets quels ont pu être les liens
entre des revendications. Donc le mot féminisme n'existe pas au moment de la Révolution française ou au moment de la Révolution américaine, mais en revanche, la revendication pour l'égalité des sexes et pour les droits des femmes existe, donc on peut la dénommer féministe. Et en fait, on s'aperçoit que, surtout dans le monde anglo-saxon, dans le monde anglophone, il y a un lien très fort entre des dissidents protestants, donc c'est pas forcément les religions dominantes ou les groupes dominants, c'est des religions, c'est des groupes, disons des courants souvent minoritaires, souvent qu'on appelait dissidents, et qui développent une certaine idée de l'égalité entre les sexes, comme d'ailleurs ils ont développé une idée de l'égalité entre les races et ont été des groupes tout à fait pionniers dans la lutte contre la traite, contre l'esclavage. C'est des groupes très minoritaires et qui se réfèrent à l'idée d'une égalité originelle. C'est-à-dire, puisque dans l'Évangile, on peut trouver cette idée qu'on peut ne pas faire de différence entre les hommes et les femmes, entre les différentes couleurs, entre les différents statuts sociaux. Il y a une sorte d'utopie égalitaire au sein du christianisme. Et donc, ils prennent cette proposition à la lettre. Et ils décident que puisque leurs convictions religieuses les y autorisent, eh bien, ils vont lutter pour une société qui va développer l'égalité. Simplement, comme tout est toujours complexe quand il s'agit de rapports hommes-femmes, eh bien, dans ces groupes-là, les femmes n'avaient pas toujours non plus le droit à la parole. C'est-à-dire qu'on les encourageait peut-être à lutter pour cette utopie. Néanmoins, on s'aperçoit qu'en fait, la prise de parole des femmes, elle est souvent, pas toujours, mais très souvent, le fruit d'une revendication qui était très mal perçue, que les femmes prennent elles-mêmes en charge ce combat et qu'elles y incluent aussi leurs propres droits à l'intérieur de ces groupes religieux. Donc ça n'est jamais une religion en tant que telle ou un courant en tant que tel, ce qui va être absolument féministe ou égalitaire, c'est des propositions qui vont permettre l'élaboration d'une utopie de l'égalité entre les sexes, mais toujours la prise de parole des femmes et surtout une prise de parole autonome quand elles décident d'aller seules courir le pays en étant comme des prophétesses. Là, il y a quelque chose qui est beaucoup plus compliqué à faire accepter et c'est souvent contre leur propre groupe qu'elles s'imposent. Donc, il y a toujours un peu quelle est la vue, quelle est la société qu'on imagine ou pour laquelle on se mobilise selon des principes religieux. Et puis, il y a le fonctionnement interne. Et là, on aura toujours cette tension entre féminisme vers l'extérieur ou féminisme vers l'intérieur. Et on s'aperçoit qu'en fait, le féminisme à l'intérieur même de ces groupes religieux, aussi petits soient-ils, aussi marginaux, n'était pas non plus une chose évidente. Donc c'est souvent des ruptures, des dissidences à l'intérieur des dissidences. Donc ça ne veut pas dire que les religions portent forcément une utopie féministe, ça veut dire que des personnes, d'ailleurs aussi des hommes et des femmes, parce que des hommes pouvaient porter aussi cette parole, même si c'était très important que ce soit des femmes qui prennent le leadership, c'est que la conviction religieuse des individus dans certains contextes et dans certains groupes qui permettent justement une certaine inventivité religieuse, ces convictions ont débouché sur un véritable engagement féministe pour les droits des femmes, pour l'égalité femmes-hommes et souvent contre l'esclavage. Et alors, est-ce que excuse-moi, moi, juste, Sakou Darling, tu te poses la question féminisme vers l'extérieur. Je comprends pas la question que tu veux poser. Est-ce que tu peux la reformuler pour que je puisse la transmettre si tu en as une? Vas-y, Maud, en attendant, on peut continuer. C'est peut-être justement autour de ce que vous entendez quand vous dites féminisme vers l'extérieur. Parce que vers l'intérieur, on imagine que c'est pour réformer, par exemple, la pratique religieuse, accéder, voilà, mais vers l'extérieur. Alors, vers l'extérieur, c'était sans doute dit un peu trop rapidement. Ça voulait dire que quand on est dans un groupe religieux, on s'intéresse aussi à la société telle qu'elle est. Par exemple, voilà, l'inégalité entre les hommes et les femmes, le fait qu'il y ait des esclaves, l'exploitation au travail. Et à ce moment-là, c'est un regard
qui est inspiré par ses convictions religieuses, mais sur la société dans son ensemble, donc vers l'extérieur, si vous voulez. Et puis, qui est souvent le début de ces options féministes. C'est souvent aussi voilà, une certaine idée de la société telle qu'on aimerait la construire, la défendre ou la voir évoluer. Et puis, quand je parle de lutte plus vers l'intérieur, ben, j'y ai déjà fait allusion en disant que ces femmes qui prenaient la parole, elles n'étaient pas forcément bienvenues et on considère que c'était impudique. Il faut voir aussi voilà, les religions sont toujours insérées dans une société, dans une culture, et elles sont à la fois pourvoyeuses de normes et en même temps elles reçoivent ces normes, elles les digèrent aussi. Hein. Donc, il y a toujours un héritage patriarcal qui était antérieur même au développement de ces religions monothéistes. Donc, c'est à la fois des normes et à la fois quelque chose qui est retransmis par rapport à une société, par rapport aux valeurs dominantes qui sont dues aussi à la politique, au système économique, à des valeurs culturelles. C'est-à-dire que tout ne vient pas forcément d'une matrice uniquement religieuse. Le pur religieux n'existe pas pour les sciences humaines, justement. Donc, on cherche toujours justement les interconnexions, les interactions, les influences mutuelles. Donc, voilà, des revendications qui vont s'adresser, disons, au fonctionnement interne à une religion, et puis des revendications qui vont s'adresser aux lois civiles, notamment les droits politiques. Ce sera une des grandes revendications dans la première moitié du 19e qui vont être portées aussi par des groupes religieux, donc tout ça beaucoup dans le monde protestant en fait, hein, et dans ces groupes dissidents, alors les Quakers, les Shakers, les Unitariens, tout ça qui était dénommé on appelait ça des sectes, c'est pas le même sens qu'on donne aujourd'hui à secte, hein, mais c'était des groupes religieux qui s'autonomisaient par rapport à des disons, des groupes plus anciens et plus orthodoxes, et qui voyaient d'ailleurs d'un œil un peu étrange, ou par rapport à des religions d'État comme en Grande-Bretagne, qui voyaient d'un œil un peu quelquefois suspect ces types de groupes dissidents, mais qui ont été des laboratoires à la fois intellectuels, théoriques, mais aussi de vécu et de prise de parole autour des questions d'égalité femmes-hommes qui paraissaient dans cette première moitié du 19e tout à fait original, hein, et tout à fait transgressif et subversif. L'idée qu'on allait changer l'ordre des sexes, hein, c'était quelque chose qui semblait tout à fait anachronique et tout à fait malvenu, parce que tout l'ordre établi reposait sur l'idée d'une mission féminine qui était principalement la maternité, la transmission des valeurs. Donc, quelle que soit la religion dans laquelle on était toujours assigné à un certain rôle, surtout à une féminité soumise, qui justement, d'où ce problème de prendre la parole en public et de défendre des grandes idées théoriques ou des grandes utopies égalitaires. Et puis surtout, il y avait cette idée très prégnante, encore un peu aujourd'hui, mais évidemment beaucoup moins, de la pudeur. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée que le corps des femmes, surtout en public, porte disons, une transgression par rapport à ce qu'on peut montrer, ne pas montrer. Donc forcément, prendre la parole était quelque chose de très compliqué, où vous étiez vite accusé d'être une femme de mauvaise vie, ou de porter le déshonneur sur l'ensemble du groupe, ou d'être un peu tombée sur la tête. Hein. On accuse vite les femmes d'être folles en fait, ou d'être dérangées, excessives. Donc il y a quelque chose d'assez profondément transgressif. Et donc voilà, c'est à travers l'histoire de ces revendications, de ces groupes, et beaucoup de grands noms
de l'histoire du féminisme, alors là, commun à tout le monde, comme Mary Wollstonecraft, qui est une des premiers grands textes féministes anglais, donc dans les années 1790, ou John Stuart Mill en 1869, viennent de l'unitarien, viennent des groupes unitariens, et sont formés, si vous voulez, d'abord peut-être à cette conversation entre les sexes, parce que c'était des groupes mixtes, et puis à cette idée d'une égalité ontologique, biblique, pour laquelle il faut se battre pour la rétablir ici et maintenant, et pas seulement dans l'au-delà. D'accord. On a une remarque de Fabien à propos des luttes à l'intérieur. Il demande si à l'intérieur du protestantisme, il n'y avait pas déjà aussi des débats théologiques sur le sexe et le genre, notamment sur le sexe des anges ou celui de Dieu. Alors oui, peut-être. Je pense quand même que c'est plus un débat théologique catholique, mais là je renverrai D'accord. plutôt au spécifique de la théologie, et peut-être moins dans le protestantisme, peut-être cette question est moins fortement débattue. Mais ce qui est sûr, c'est que ces questions d'égalité sont aussi des questions qui forcément ont un écho théologique. Et alors on trouve par exemple, dans les sermons encore au milieu du 19e siècle, des sermons protestants qui, sur les femmes, c'est plutôt la femme, hein, on parle beaucoup à ce moment-là au singulier, et alors on s'aperçoit que dans ces sermons, il est beaucoup question d'Ève, et de la faute d'Ève, et qu'en fait, cette faute ne sera jamais possiblement réparée. Donc les femmes devront toute leur vie expier cette faute, parce que de toute façon, alors c'est écrit très clairement et c'est pas du tout entre les lignes, hein, c'est pas une interprétation là, c'est presque du mot à mot, hein. Elles ne pourront jamais accéder à un véritable statut d'égalité parce qu'elles ne le méritent pas, et parce que de toute façon, leur mission, c'est de racheter cette faute originelle, et donc de s'occuper bien de leurs hommes et de leurs maris, et de leurs époux et de leurs fils, parce qu'eux seront de bons citoyens ou de bons chrétiens. Donc il y a vraiment, là, on s'aperçoit que c'est une figure, cette figure d'Ève, dans sa version disons théologique classique, du côté évidemment du christianisme, elle est très puissamment oppressive pour les femmes, et les premières féministes justement protestantes ou catholiques vont plutôt voilà inventer une autre Ève, et ne plus du tout parler du péché originel, et elles vont faire référence à d'autres passages bibliques, comme je l'ai dit, sur l'égalité, mais elles ne vont plus faire référence à cette faute d'Ève, elles vont s'en affranchir en n'en parlant plus. Est-ce que vous avez Et des là, exemples de ces passages bibliques qui sont alors oui, plus sur et l'égalité? c'est le par exemple, c'est le sermon d'Adolphe Monod sur la femme, qui doivent dater de 1848, et qui en plus font référence aux féministes de 1848, là, les féministes politiques qui réclamaient l'égalité des sexes, en montrant ça comme figure repoussoire. Et dans les réponses des féministes, il y avait notamment un journal protestant qui s'appelait La Femme, qui a été fondé en 1879, dans lequel on retrouve, disons, c'est à la fois une argumentation très prudente, qui ne se dit pas féministe tout de suite, et ça va mettre à peu près 20 ans pour que le mot féminisme soit davantage intégré, d'ailleurs la problématique féministe soit davantage intégrée, mais c'est déjà un premier pas, on pourrait dire, de conscience de genre, c'est-à-dire conscience d'appartenir à un groupe social, les femmes, qui peut se rassembler pour défendre déjà son droit à la parole, et qui peut avoir besoin d'échanger sur leur mission, leur vocation, leurs activités, leur avenir, et surtout beaucoup aussi sur l'avenir des jeunes filles. Donc là, on est aussi au milieu du 19e siècle, où la classe moyenne commence à avoir besoin que les jeunes filles rentrent sur le marché du travail, ou au moins aient une éducation qui leur permettrait de rentrer sur le marché du travail. Donc il y a un petit peu une autre appréhension disons, de ces nécessités de rentrer dans un monde économique. Alors au début, c'est tout à fait le rejet de l'idée du droit.
c'est plutôt l'idée de revaloriser la capacité, on peut dire, des femmes à être déjà instruites et le droit à l'instruction. Mais là, on trouve justement, on voit que dans les discussions plus théologiques, voilà, on écarte complètement l'idée de la faute d'Ève et on en vient davantage à la mission presque civilisatrice, la mission chrétienne des femmes, le fait qu'elles aient une mission particulière. Mais là, au lieu que ce soit une mission liée à la soumission et à la pudeur, enfin la pudeur est encore très importante, c'est une mission d'être éduqué pour pouvoir aussi transmettre sa connaissance, la connaissance et les valeurs religieuses. Mais voilà, et puis on va voir cette bourgeoisie protestante devenir beaucoup plus engagée au moment de la fin du 19e siècle, disons, voilà, avec aussi autour de l'affaire Dreyfus et autour d'un engagement républicain et laïque plus important, tout en restant des protestantes tout à fait croyantes. Donc là aussi, on est souvent contre, disons, disons un sens commun qui souvent oppose religion et politique. Et en fait, c'est assez connu hein, en histoire, mais on a des acteurs et actrices de la laïcité française qui sont de conviction juive ou protestantes, plus ou moins croyantes, plus ou moins pratiquantes, mais qui peuvent aussi être tout à fait des personnalités. Donc, par exemple, en France, on avait cette figure qui s'appelait Sarah Monod. Elle est morte en 1913, mais elle a été une des leaders féministes. Alors, modérée, c'est un féminisme modéré, mais modéré pour l'époque, c'est déjà beaucoup parce qu'elle réclame l'égalité civile et petit à petit l'égalité politique, ce qui semblait déjà une revendication très radicale. Alors, bien sûr que, à leur gauche, on peut dire, entre guillemets, il y a des féministes plus radicales et que les féministes anticléricales étaient souvent plus radicales sur les questions de genre, notamment, et de sexualité. Mais néanmoins, dans l'histoire des féminismes, il y a aussi l'importance de féminisme et qui peuvent être alliés avec des féministes non confessionnelles. D'accord. Comment vous parlez du féminisme protestant comment est-ce qu'on peut expliquer que ce féminisme se soit davantage développé, par exemple, dans le protestantisme ou des féministes d'origine juive par rapport à d'autres religions? Est-ce qu'il y a un équivalent dans toutes les religions à cette période-là, ou est-ce qu'il y a un... Non, il n'y a pas d'équivalent. C'est sûr qu'il y a une grande influence des pays protestants qui étaient plus individualistes et plus, disons, plus ouverts à la diversité religieuse, comme je l'ai dit, et donc avec des possibilités d'expression. Ça ne veut pas dire que toute la société est évidemment favorable à l'égalité. Il y a autant d'antiféminisme ou de masculinisme aussi dans ces sociétés, donc il ne faut pas non plus les voir comme des paradis de l'égalité des sexes, mais en revanche, il y avait des possibilités, on va dire, de penser l'égalité et de se mobiliser pour l'égalité des sexes qui étaient beaucoup plus diversifiées. Et donc, beaucoup plus de possibilités de s'exprimer, d'avoir une presse. Et puis, il y a, ça c'est, voilà, on constate qu'il y a aussi une mobilisation féministe plus importante et plus massive, qui va toucher davantage des classes moyennes. Et c'est vrai que dans les pays catholiques, donc une religion plus hiérarchisée évidemment, plus pyramidale, avec peu de possibilités de dissidence, et les dissidences sont évidemment aussi possibles, mais elles aboutissent à un départ. Donc on retrouve beaucoup d'anticléricaux, même très radicaux, qui viennent du catholicisme et qui ont grandi dans le catholicisme et avec une rupture très forte. Parce qu'on ne peut pas être dans une dissidence. Donc en fait, on s'en va. Et souvent, on s'en va en colère contre une religion qui n'autorise pas d'autres paroles. Je ne fais même pas allusion à aujourd'hui. Je parle du passé, mais ça a certains échos, évidemment. Alors que dans le protestantisme, on peut tout à fait aller dans le groupe d'à côté, et tout en étant toujours protestant et toujours croyant. Il n'y a pas besoin de rompre avec sa croyance pour pouvoir aller, disons, vers
un environnement, milieu intellectuel qui serait plus ouvert, plus progressiste ou plus égalitaire. Donc il y a beaucoup moins l'idée de rupture. Et puis ça va être des sociétés où l'individualisme, c'est aussi lié au capitalisme, à l'économie. L'individualisme va être un peu plus rapidement installé, ou va avoir des développements plus forts dans les pays protestants que dans les pays catholiques. Et alors, dans le judaïsme, c'est encore une toute autre histoire, parce qu'en fait, c'est vraiment plutôt dans le judaïsme libéral qui va apparaître à la fin du 19e siècle, donc un nouveau courant du judaïsme, disons, qui vient d'Europe de l'Est, mais qui va beaucoup s'implanter aux États-Unis. Et c'est à l'intérieur de ce courant, qui est encore très minoritaire en France, mais qui est majoritaire aux États-Unis, que vont se développer des courants féministes. Donc là aussi, on voit que il n'y a pas d'incompatibilité a priori, mais il faut des conditions très spécifiques pour que cette volonté d'égalité puisse s'instaurer dans des mondes qui ont quand même un héritage patriarcal très fort. C'est-à-dire que les milieux religieux, quels qu'ils soient, sont des milieux évidemment qui essayent de faire perdurer une tradition. Cette tradition repose sur une certaine idée de la différence des sexes, de l'essentialisation des sexes, de récits évidemment originels qui ont figé des idéologies de genre très, très fortes. Donc, c'est des milieux qui sont difficiles à transformer. Ce qui ne veut pas dire qu'à l'intérieur, donc, il n'y ait pas des courants dissidents qui portent une parole éventuellement sur le social, mais qui vont avoir bien des difficultés à changer ces courants ou ces modes ou ces mondes religieux à l'intérieur. Et on le voit dans différents, même dans le protestantisme, ça a été une bataille extrêmement difficile à gagner que de faire accepter des femmes pasteurs. Donc voilà, l'égalité à l'intérieur même des règles. Et puis dans les années 1970, on passe à une autre étape des féminismes, où là, les féministes, et alors ça continue aujourd'hui, elles vont s'attaquer carrément aux dogmes religieux, ce que font peu, enfin il y a quelques exemples, voilà, sur la Bible des femmes de Stanton, mais c'est quand même assez rare, et c'est quelque chose souvent, disons, qui ne vient pas de l'intérieur de groupes religieux, mais des femmes qui sont restées croyantes et pratiquantes dans leur groupe religieux, elles ont énormément de difficultés à faire entendre une revendication égalitaire à l'intérieur de leur propre groupe. Et ça reste le cas aujourd'hui dans le catholicisme, on le voit bien, alors qu'il y a des tas de tentatives et Donc même quelques années. Ouais. aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des féministes quasiment dans toutes les religions, dans toutes les grandes religions, et leur principal cheval de bataille, c'est plutôt le dogme religieux, c'est ça? Je dirais que c'est toujours la bataille pour l'accès au sacerdoce, puisque ça n'est pas possible dans le catholicisme ni dans l'islam, même s'il y a quelques femmes imams, mais c'est très rare et peu reconnu. Donc ça reste une revendication très forte, l'accès à cette parole. Alors il y a eu aussi des groupes religieux ou chrétiens qui en ont eu assez de réclamer à l'intérieur d'un monde qui voulait pas d'elles, et qui ont carrément fait scission. Il y a beaucoup de groupes de féministes musulmanes qui n'appartiennent plus à aucune mosquée, ou qui ne se réfèrent plus à une autorité religieuse. Donc c'est plus ou moins possible dans la religion, mais par exemple dans le catholicisme, on a aussi des femmes qui ont été même proclamées, ordonnées prêtres, mais de façon dissidente en 2005 à Lyon, la Geneviève Benet, mais tout de suite elle a été elle a été rejetée, et c'est pas reconnu. Donc c'est pour ça que les structures euh, d'une parole de différence, une parole dissidente sont très importantes. Mais dans le catholicisme, il y avait un groupe qui s'appelait Femmes et Hommes en Église, et qui, disons, il y a une dizaine ou vingtaine d'années, ont finalement presque renoncé à la bataille pour le sacerdoce, parce qu'elles ont dit bon ben on a perdu, donc maintenant nous sommes des chrétiennes dans le monde, et nous sommes féministes, et elles appartiennent à tous les mouvements collectifs féministes de façon assez
radical. Bon, maintenant, c'est un groupe qui est né dans les années 70 et qui n'existe presque plus parce que plus âgé. Mais là, c'était intéressant de voir le basculement dans les années 80 et puis le découragement par rapport aux théologies de genre de Jean-Paul II, de Ratzinger, donc futur Benoît XVI, qui vont figer terriblement le message catholique sur le genre. Et qui vont absolument couper toute possibilité à ces femmes d'espérer même accéder au sacerdoce. Donc ça, je crois que pour les femmes, disons, croyantes et engagées et de conviction, là, on va dire, féministes, ça a été très difficile voilà, d'accepter qu'elles ne verraient jamais de leur vivant cette barrière tomber. Donc soit on s'en va, soit on continue à se considérer catholique, mais voilà, on n'en espère plus. Et puis alors, là, il y a par exemple Anne Soupa et Christine Pedotti qui avaient fait ce livre amusant, là, au titre amusant, là, Les pieds dans le bénitier. Donc ça, c'était en 2010, après que le cardinal André XXIII avait fait une réflexion très misogyne et très sexiste sur voilà, il suffit pas de porter une jupe, il faut en avoir aussi intellectuellement. Donc c'était évidemment très humiliant pour ces femmes. En plus, l'Église catholique, elle ne fonctionne pratiquement qu'avec des femmes, les laïcs, c'est-à-dire pas les laïcs dans le sens laïcité, mais laïcs dans le sens non, qui ne sont pas des clercs, puisque le clergé n'est que masculin. Elles sont très engagées, voilà, elles donnent de leur personne, de leur temps. Donc, beaucoup ne réclament pas plus que ce qu'elles ont déjà, mais celles qui voulaient changer l'Église de l'intérieur se sont affrontées vraiment à un point de non-retour. Alors, voilà, donc Anne Soupa continue et Christine Pedotti aussi à faire connaître leurs idées, à essayer de défendre une autre idée du catholicisme, mais c'est extrêmement quand même minoritaire. Et puis on voit bien, en tout cas, ce qui ne change pas. On voit vraiment la force de résistance. Et là, on peut se poser des questions. Et là, on rejoint l'actualité avec le livre de Jocelyn Tricot qui vient de sortir sur des soutanes et des hommes, qui interroge la masculinité des prêtres. Et donc, toute cette idée du masculin et du féminin, et puis ce pouvoir de l'homme, quoi. Tant qu'on pense qu'il n'y a dans un certain type de religion qu'il n'y a que les hommes qui puissent porter la parole divine parce qu'ils sont hommes et parce qu'ils ne sont pas femmes, parce que c'est elles qui sont renvoyées à l'altérité, hein, c'est plutôt le négatif de ce qu'ils ne veulent pas, et c'est parce qu'elles ne sont pas que eux peuvent dire qu'ils sont. C'est-à-dire, il y a vraiment une interaction dans le rejet d'une certaine idée de féminin. Et je pense que là, effectivement, tout l'apport des féminismes et puis des groupes gays, lesbiens, bi, trans, aujourd'hui, remet cette distinction des qualités féminines et masculines, des définitions de qu'est-ce que c'est être homme, être femme, l'ont complètement bouleversé. Ce qui permet de faire des analyses assez critiques justement de l'idéologie de genre de ces groupes religieux. Et là, on peut se poser la question, on peut comprendre qu'on ait une image assez figée de ces groupes religieux, comme on le voit dans les fondamentalismes aussi bien juifs, protestants que musulmans, qui portent au contraire une parole qui veut contrecarrer les évolutions égalitaires des sociétés modernes et sécularisées, et qui font même du genre un point on peut dire, une ressource identitaire de leur nouvelle mission religieuse sur Terre, qui serait au contraire de réinstaurer un pouvoir du mâle sur le féminin, ou de le faire perdurer selon soi-disant une tradition, puisqu'on voit bien qu'en fait, tous les groupes, alors maintenant il y a aussi des groupes inclusifs, donc LGBTQ, etc., queer, trans, qui sont aussi qui sont croyants et qui créent aussi leur propre groupe religieux.
et puis des instances un peu plus souples qui les acceptent aussi à l'intérieur même de certaines cérémonies ou de discussions théologiques. Donc ça bouge quelque peu, bien que ce soit très compliqué, et au niveau mondial encore plus. Parce que là, on voit des tensions entre pays du Sud et pays du Nord autour justement de cette ouverture, notamment dans l'anglicanisme, aux personnes LGBT ou des évêques femmes, mais aussi des évêques ouvertement homosexuels. Enfin, disons, voilà. Et là, il y a une sorte de scission où on voit, ben voilà, disons, l'ouverture à la différence et à l'égalité des sexualités et à une vision beaucoup plus souple aussi de ce que est le genre, c'est-à-dire qu'on n'est pas définitivement classé d'un côté ou de l'autre et qu'on n'est pas non plus défini par nos organes génitaux ad vitam aeternum et dans tous les domaines de la vie. Donc tout ça va absolument à l'encontre d'un héritage. Alors maintenant, comment ces groupes religieux peuvent gérer la transformation de cet héritage? C'est pour l'instant, on voit aussi beaucoup de résistance. Donc, il existe le féminisme religieux, certes. Il existe des groupes LGBT religieux, même dans l'islam, même s'ils sont très minoritaires et très réprimés. Mais la résistance est aussi d'autant plus forte. Donc, ça peut être plus compliqué. Mais nous qui pouvons étudier de façon un peu plus sereine, on va dire, de nos bureaux, de nos bibliothèques, des discours, des pratiques, c'est de notre, disons, intérêt que de montrer la diversité, c'est-à-dire montrer la diversité aussi des individus par rapport et des croyants par rapport aux institutions. Les institutions ne sont pas tout. Et elles ne font pas toutes seules l'histoire. Et donc, les individus aussi, par leur imagination, leur investissement, aussi leur force de conviction et d'organisation. Mais on en vient à des choses assez alternatives aussi. C'est-à-dire que voilà, ça peut se créer du religieux tout à fait hors des institutions religieuses ou hors même des grands récits religieux. On a une question de Fabien qui nous demande si cette façon de percevoir les choses, donc le féminisme en l'occurrence, est-ce que ça a une histoire différente dans d'autres types de religions? Je ne sais pas si vous savez, dans des religions qui sont moins représentées en France, polythéistes ou animistes ou... Alors, ce qui est sûr, c'est que cette revendication, en tout cas d'accès au sacerdoce, alors dans certains pays bouddhistes, c'est par exemple le droit d'être nonne. Il y a des pays bouddhistes où les femmes peuvent être nonnes et d'autres où elles ne l'ont pas le droit. Eh bien, c'est quelque chose qui traverse vraiment toutes les religions, mais évidemment à des degrés différents et sans que le mot féministe soit forcément convoqué. Par exemple, les religieuses féministes des États-Unis, parce qu'il y a toute une disons toute une association de religieuses féministes qui se sont opposées au pape et qui ont soutenu notamment l'Obamacare et qui incluait l'avortement. Donc voilà, c'est tout juste si elles n'étaient pas excommuniées. Donc là, elles se revendiquent clairement féministes. Mais il y a d'autres mobilisations ou sensibilités où on voit bien, nous comme chercheuses, que ça relève quand même d'une problématique féministe, ou du moins qui est plutôt de l'ordre de l'accès à l'autorité religieuse et qui, selon les pays, ne prendra pas le mot féministe. De toute façon, dans tout le monde asiatique, le mot féministe est peu utilisé, mais en revanche, ce qu'il recouvre, c'est-à-dire, ça peut être l'égalité, ou ça peut être les droits des femmes, ça peut être défendre l'empowerment, c'est-à-dire la capacité d'agir, d'avoir de l'éducation, des responsabilités. Tout ça relève d'une sphère, disons, que nous, on peut dénommer féministe, si on accepte d'avoir un terme un peu englobant, et tout en évidemment respectant aussi leur vocabulaire. Et donc là, on voit aussi
mais peut-être d'une façon beaucoup moins évidente, mais on voit aussi des revendications. Et puis alors, il y a ce groupe, par exemple, Sister in Islam, qui était fondé en 1988 en Malaisie, qui étaient des femmes musulmanes, là, qui se sont organisées pour défendre les droits des femmes et montrer que enfin, il y avait plusieurs choses. Déjà, l'évolution, qu'on pouvait demander l'évolution du droit religieux, puisqu'il y a beaucoup de pays où toutes les questions privées sont réglées par le droit religieux. Donc, et puis, elles se sont battues aussi pour qu'on puisse faire appel aux tribunaux civils, notamment en cas de violence domestique, violence conjugale, et pour pouvoir contrebalancer le pouvoir souvent très réactionnaire du droit religieux. Parce que dans cet héritage patriarcal des religions, il y a les idéologies de genre et ce qu'on dit et ce qu'on prescrit comme normes sexuelles et sexuées et genrées, mais il y a aussi le droit. C'est-à-dire, on le voit bien avec toutes les discussions sur la charia, bien que la charia, ça renvoie simplement au droit, et que l'interprétation même du contenu du droit, elle est très, très, très différente selon les pays musulmans. Donc, il n'y a pas du tout une charia. Il y a différents types de législation religieuse. Et il y a même aussi des féministes ou des femmes musulmanes qui se battent pour l'égalité, qui disons, ont décidé d'essayer de changer la loi de l'intérieur, c'est-à-dire de trouver des arguments théologiques suffisamment puissants pour, disons, atténuer ou faire évoluer la loi. Alors, c'est sur des choses très particulières, hein, très précises. Par exemple, la garde d'enfants en cas de séparation ou de répudiation, pour que les femmes puissent pouvoir avoir le droit de garde. Donc, mais bon, voilà, l'histoire des féminismes, c'est aussi parfois des petites mobilisations très pointues sur une revendication précise. Par exemple, du côté non religieux, ça a été le droit pour les femmes de toucher leur salaire. C'est-à-dire qu'elles les touchent directement, que pour les femmes mariées, que ce ne soit pas le mari qui puisse faire main mise ou main basse sur leur propre salaire. Ça, c'est 1907 en France, par exemple. C'est quelque temps avant en Angleterre, mais très peu. Donc, et il y a eu un groupe qui s'était fondé pour juste cette revendication et la revendication d'être témoin dans les actes civils. Et du coup, le fait d'avoir juste disons, deux propositions de loi a fait que cette stratégie a marché. Donc, dans le monde religieux, il y a eu un peu cette même idée que peut-être en ayant des revendications un peu minimales, on peut petit à petit arracher Bon, ça, c'était le cas dans le livre que j'ai co-dirigé, que vous avez cité, sur les normes religieuses et genres. C'était le cas d'un collègue qui étudie ça au Liban. Voilà, ça a été une stratégie, mais tout dépend aussi de l'adversité, c'est-à-dire tout dépend de la force négative en face, hein, selon ce qu'on peut espérer ou pas. Et les changements de stratégie, elles sont aussi dues à l'expérience. C'est-à-dire, par exemple, dans ce cas libanais, c'était aussi l'échec manifeste des précédentes stratégies qui étaient plutôt en alliance avec les féministes laïques, hein, et que finalement, voilà, voilà, après c'est des histoires de mobilisation qui décident ou pas d'une stratégie, mais là aussi c'est en interaction. Est-ce qu'il y a un soutien justement de ces féministes, enfin des autres féministes envers les féministes qui défendent des causes plus religieuses? Est-ce qu'il y a des passerelles comme ça qui se font ou c'est rare? Non, je crois que c'est assez rare. Je crois que les passerelles sont plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire des féministes. Il y a quand même un très grand soupçon à l'égard du religieux, et on peut le comprendre, et une très grande méconnaissance aussi du féminisme, des différents types de féminisme religieux. Et peut-être aussi une très grande méfiance. On l'a vu sur soit ça, souvent, alors bon, c'est peut-être aussi particulier à la France, où il y a toujours un peu une tension entre laïcité et religion, et puis une très grande méconnaissance, déjà une très grande méconnaissance des féminismes en général, puisque même hyper laïques ou même hyper anti-religieux, on ne les étudie pas à l'école, donc on ne sait pas quelle garantie il faut donner pour que ça puisse rentrer dans les manuels scolaires. Mais
Mais alors, a fortiori, s'ils sont minoritaires et un peu dissidents et qu'il faut en plus appréhender les religions comme des phénomènes de société et non pas d'un point de vue théologique, ça fait beaucoup d'obstacles à une compréhension de phénomènes qui sont... Enfin voilà, peut-être il faudra changer vraiment la façon de comprendre et les féminismes et les religions pour, disons, dépasser ces préjugés. Maintenant, ne faisons pas non plus, voilà, ne soyons pas non plus complètement idéalistes, c'est-à-dire qu'il y a aussi des féminismes religieux qui ont une drôle d'allure et qui sont notamment récemment assez liés à l'extrême droite, par exemple, qui ne se revendiquent pas directement catholiques, mais qui sont très proches d'un discours, disons, très traditionnaliste et très, on appelle ça les catholiques de l'identité, et qui développent, bon c'est ultra minoritaire, mais c'est assez spectaculaire, qui développent une sorte de discours féministe, mais et qui utilise le terme, mais finalement quand on lit le programme, c'est uniquement pour s'en prendre aux musulmans. Donc, c'est une sorte de féminisme d'extrême droite, islamophobe, qui écrit très clairement que, de toute façon, toutes les violences et tous les viols sont le fait de personnes migrantes de confession non chrétienne. Donc, on comprend, on décrypte vite de quoi il s'agit. Par ailleurs, voilà, donc le mot féministe ne garantit pas non plus toujours, disons, la puissance subversive de ce qu'il recouvre. Il peut être aussi utilisé. Et ce qui était intéressant, par exemple, à la Belle Époque, où j'ai beaucoup travaillé sur ce mouvement qui était un féministe chrétien, qui en fait était un féminisme catholique, absolument politiquement exécrable, hein, antisémite comme c'est pas possible, anti-Dreyfusard, mais qui, à l'intérieur du catholicisme, essaye de promouvoir l'égalité des sexes, et là, avec des revendications, bon, modérées, mais néanmoins très précises, d'égalité, notamment dans le travail, et petit à petit d'égalité politique. Donc, voilà, ça fait partie de l'objet qu'on étudie. Mais c'est très important de pouvoir dire il existe aussi des formes de féminisme ultra-conservatrices politiquement et souvent dans des courants religieux. Ça peut être aussi une façon de défendre. C'est pour ça qu'il ne faut jamais séparer ni les féminismes ni les religions du projet de société qu'ils défendent. C'est-à-dire que c'est pas juste, ce n'est pas parce qu'on défend juste l'égalité à un petit niveau qu'on va avoir. Donc il faut se poser la question du politique, de la démocratie, et aussi de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intersectionnalité, c'est-à-dire quel autre rapport aux autres types de domination. Si c'est pour perpétrer une société raciste, homophobe, transphobe, enfin toutes les phobies que vous voulez, voilà, et souvent c'est assez clair, c'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est aller lire les programmes, et on ne peut pas être naïvement fasciné par toutes sortes de féminisme. C'est aussi quelque chose, alors on a même découvert, et ça il faut aussi se rendre compte que c'est des recherches relativement récentes, donc il y a des nouveaux travaux, il y a une jeune génération absolument formidable qui continue d'enrichir nos connaissances, et il y avait eu une thèse sur des féministes nazis et qui utilisaient donc sous évidemment le Troisième Reich, et qui utilisaient le mot de féministe, et donc elles voulaient en fait elles étaient des ariennes. Elle voulait être reconnue puisque l'idéologie nazie était très différentialiste et voilà, remettait les femmes à la maison et pour faire des enfants. Donc, elle voulait, être reconnue comme égale, mais alors évidemment au détriment, notamment évidemment des Juives, et complètement partie prenante de ce qui va être le massacre des Juifs, des Tziganes, des homosexuels et de la Shoah. Donc, et là, c'est intéressant de voir que certains groupes sociaux, souvent ultra-minoritaires, ou certaines femmes, ou certaines personnalités, peuvent finalement avoir une aspiration égalitaire, mais à ce moment-là, pour elles-mêmes ou juste leur petit groupe. Donc l'autre question à se poser du rapport aux politiques, du rapport aux autres dominations, et puis à quel groupe social ça va s'adresser. Si c'est juste pour défendre
juste voilà, le droit de quelques femmes ou quelques groupes privilégiés à l'intérieur d'une société ou pas. D'accord. C'est toujours des féministes. Votre définition du féminisme, c'est justement, est-ce que des femmes, par exemple, qui ont juste un projet pour un certain groupe de femmes, ça fait quand même partie du féminisme à votre sens ou... Disons que moi, je n'ai plus de définition complète a priori, c'est-à-dire que et c'est ce que j'avais plus quand j'ai commencé mes travaux, mais parce qu'il fallait vraiment montrer l'importance spécifique de ces mouvements. Mais aujourd'hui, avec des groupes minoritaires, notamment les Black féministes, les afroféministes, des féministes décoloniales, nous ont incité à élargir un peu les définitions. Et à ce moment-là, bah, si on élargit les définitions pour y inclure davantage, disons, de prise de parole en faveur aussi de la promotion du féminin, voilà, on est obligé d'y inclure des choses beaucoup plus diverses qui effectivement peut-être qu'on a négligé à des moments donnés et qui pourtant ont une portée subversive, mais d'autres aussi qui vont être des féminismes très conservateurs. Donc en fait, on aura une ligne tout à fait, disons, ce courant de promotion et d'égalité des sexes et de droits des femmes. Et puis voilà, il va être traversé par les mêmes on va dire, division politique que les sociétés dans lesquelles ils émergent. Mais par ailleurs, il y a aussi d'autres critères pour les classer ou faire une typologie qui vont être le type de revendication. Et en fait, un des critères, ça va être justement les définitions autour de la liberté des femmes et notamment liberté, libre disposition de leur corps et l'ouverture au combat LGBT, par exemple. Pour aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour le passé. Pour le passé, c'était peut-être le cas autour de la contraception, même au 19e siècle. Des courants radicaux, donc étaient plutôt justement laïques, voire même ultra-laïques, étaient favorables à la maîtrise de la fécondité par les moyens de contraception qui existaient à ce moment-là et adhérait plutôt à cette idée de ce qu'on appelait le néo-malthusianisme pour limiter le nombre voilà, de naissances sur Terre, quoi. Mais donc ça, c'était des critères qui pouvaient... Alors, on a beaucoup parlé voilà, dans les travaux, notamment francophones, mais pas seulement, entre féminisme modéré, féminisme conservateur, féminisme radical. Donc, on a un peu utilisé ce vocabulaire politique pour essayer de distinguer des courants. Donc c'est pas non plus complètement nouveau, c'est ça, hein, c'est quelque chose qui, voilà, disons que les historiennes et les historiens de ces courants doivent manier, mais c'est vrai qu'il faut à chaque fois définir de quoi nous parlons nous quand on va dessiner une carte, hein. Maintenant, on fait beaucoup de métaphores géographiques aussi. On parle d'espace de la cause des femmes, d'espace féministe, et c'est intéressant parce que là, on voit bien qu'il va y avoir peut-être un noyau dur qui va peut-être faire émerger la question, et c'est un peu exactement comme aujourd'hui. On voit l'émergence de MeToo, il y aurait peut-être comme un centre volcanique, et puis autour, il y a toutes sortes de cercles concentriques qui vont être touchés, notamment aussi, voilà, ce numéro de sciences humaines, qui vont être touchés par ce qui a émergé comme un événement et qui vont faire des relais. Et puis peut-être aussi d'autres qui vont proposer d'autres interprétations selon voilà, les contextes, les idéologies, les objectifs. Et on peut, quand on étudie un mouvement social ou l'histoire des idées ou l'histoire des mobilisations, voilà, on ne peut pas décider qu'on va en exclure d'emblée. C'est pour ça qu'on a des choses à dire sur des féminismes religieux, parce que ça fait partie de notre, disons, travail, que d'essayer de comprendre. Voilà, on prenait un moment, nous c'était les 1900 ou la Belle Époque, bon, ça m'arrive de travailler aussi plus contemporain. On regarde tout ce qui relève du féminisme et puis après on essaye d'expliquer et de typologiser. D'accord. On approche de la fin, mais j'avais une question quand même qui me venait,
qui est quelque chose que vous avez écrit dans votre article de Sciences Humaines, dans un encadré. C'est la question du foulard islamique et des crispations qui, qui, se, qui se font jour autour de ça. Euh, est-ce que est-ce que c'est vraiment ce qu'on entend souvent, c'est-à-dire un instrument pour contrôler les femmes, ou est-ce que il y a des femmes qui s'en servent autrement que juste comme un signe de soumission aux hommes? En tout cas, les deux discours coexistent, et deux, il n'y en a certainement pas que deux. Mais en tout cas deux types de discours qui coexistent. L'un qui serait un rappel à l'ordre, et on le voit bien dans les voiles obligatoires dans les pays où, bon, évidemment, on voit l'Afghanistan aujourd'hui et ce drame qui se joue avec le retour des talibans au pouvoir. Mhm. Donc là, on voit bien qu'il s'agit bien d'une burqa ou d'un voile coercitif où il n'y a aucun choix. Pareil, mais si vous voulez, dans d'autres contextes démocratiques qui ne sont en plus où ce sont des religions minoritaires et qui ne sont pas évidemment pas des religions d'État, on entend des discours assez normatifs, mais donc voilà, il faut être pudique, etc. Mais on entend aussi une parole de femmes, souvent d'ailleurs des jeunes femmes qui ont, disons, qui ont adhéré, qui sont pris dans ce mouvement un peu presque dire piétiste, enfin de renouveau de la foi musulmane, et qui y adhèrent et qui au contraire montrent à travers, enfin, c'est le discours qui est, c'est pas moi qui analyse, c'est le discours qui est produit, qui en tout cas prône le port du foulard comme une forme presque d'émancipation parce que elles deviennent des sujets religieux. Il y avait ce slogan, voilà, je n'obéis qu'à Dieu et donc ni à mon père ni à mon frère. Il y avait cette sorte de possibilité d'abord d'une spiritualité, d'une sorte. Et on se rend compte aussi que dans des sociétés où souvent ces jeunes femmes sont, on dit, racisées et souvent victimes de discrimination, elles ou leur groupe d'appartenance, c'était un moyen de se protéger, de se distinguer, d'avoir quelque chose qui les valorise. Il y a toujours eu dans les religions une idée de la virtuosité religieuse. Voilà, c'est la spiritualité, quelque chose où on excelle, où on essaye d'exceller, de s'améliorer. Mm. Et quand vous êtes dans un environnement de discrimination sociale et culturelle, avec un plafond de verre professionnel constant, voilà, ça a été un moment, un mode d'individuation et avec, pour certaines, minoritaires, mais pour certaines même, un discours féministe avec une volonté, alors là, plus du tout d'obéir aux autorités religieuses. Donc, je n'obéis qu'à Dieu, je n'obéis même pas à mon imam ou à ceux qui vont me dire ce que je dois faire. Et je veux justement changer. Alors là, on revient exactement à la trame explicative du féminisme religieux, c'est-à-dire, je veux changer. Je veux qu'on m'accepte comme croyante dans le monde laïque avec mon signe religieux, mais je veux aussi changer la religion de l'intérieur. Donc je vais changer éventuellement alors peut-être pas faire le tri éventuellement dans les paroles ou les versets du Coran, et sinon les interpréter différemment, puisque comme dans tout discours religieux, il y a tout un aspect métaphorique. Donc il y a des choses qu'on peut éventuellement laisser tomber, la lapidation, et là, dans ces courants féministes islamiques, c'est intéressant parce que ça vient beaucoup des pays occidentaux et il y a des propositions théologiques très très radicales, absolument, qui transforment complètement la théologie ou des interprétations théologiques. Mais comme c'est aussi un monde religieux où il n'y a pas toujours d'autorité qui va légitimer ou pas, après, c'est plutôt des groupes de pression et il y a cette théologienne, imam autoproclamée, hein, en 2005, Amina Waoud, qui tient donc une cérémonie religieuse dehors, hein, qui fait un prêche dans la rue et qui va être maintenant voilà, harcelée par les islamistes et les fondamentalistes, mais qui produit une théologie où voilà, elle est absolument contre la polygamie, contre la violence faite aux femmes, pour l'éducation. Enfin, en fait, toutes les revendications, disons, d'égalité qui sont dans la société dans laquelle elle a grandi, et d'ailleurs, puisque c'est une femme en plus convertie, elle veut les intégrer à l'intérieur de la théologie
Mais alors, c'est des petits groupes, voilà. C'est des petits groupes qui sont autour, mais peut-être que ça peut, parce qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de lectures aussi en anglais. Euh, mais ça n'est pas toujours très facile d'être en cohérence avec des femmes qui risquent leur vie, elles, pour ne pas porter le foulard. Hmm. Que ce soit en Iran, en Afghanistan, et là, on a des contradictions qui sont souvent indépassables. Mhm. Et c'est pas à nous enfin, D'accord. nous n'avons pas de solution un peu Oui, dans le monde. d'accord. Ok, très Voilà. bien. Bon, l'heure est écoulée. Merci beaucoup. C'est très intéressant. On pourrait encore écouter longtemps ce que vous avez à nous dire. Je voudrais juste présenter à tous ceux qui nous regardent donc 3 livres que vous avez écrits. Le premier s'appelle Normes religieuses et genre, donc qui parle spécifiquement du genre et de la religion, donc le thème qu'on vient de traiter ce soir. Vous avez aussi écrit Histoire mondiale des féminismes pour élargir un petit peu le spectre. Voilà, c'est un ouvrage plus généraliste. Et puis le dernier que vous avez publié s'appelle Ne nous libérez pas, on s'en charge, que vous avez écrit avec Bibia Pavard et je n'arrive pas à lire la couverture de là. Michel, Michel Et Zancarini-Fournel. Michel Zancarini-Fournel, merci. Voilà, allez. Voilà. Donc, si le sujet vous intéresse, vous pouvez vous procurer ces livres. Et puis, quant à nous, eh ben, à Sciences Humaines, on a publié cet été un grand dossier des sciences humaines sur la grande histoire du féminisme qui était coordonné par Maude, qui est là avec nous ce soir. Voilà, c'est plus le dernier numéro des grands dossiers que vous trouverez en kiosque, mais vous pouvez toujours l'acheter sur le site de Sciences Humaines. Voilà, n'hésitez pas. Si le sujet vous intéresse aussi, vous pouvez lire ce numéro que Maude a vraiment très bien coordonné. Merci. Voilà, il me reste à vous remercier. Merci beaucoup Florence Rochefort de nous avoir accordé votre temps. Merci Maude d'avoir Merci. été là. Et Merci. puis merci à tous dans le chat de nous avoir suivis, de nous avoir posé des questions. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain, pour parler de comment se relever après une épreuve avec Héloïse Lérété qui a écrit un livre aux éditions Sciences Humaines et avec Agathe Guillot qui est la responsable des éditions Sciences Humaines. Donc on discutera de ça tous les trois mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien et puis bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.